Capucine Touré, conseillère en agronomie à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Boutet d'Arvalis Institut du Végétal, qui va nous aider, nous apporter peut-être des éléments de réponse à une question somme toute épineuse: comment arriver à désherber encore les parcelles en Indre-et-Loire, notamment sur les sols drainés. Si on regarde un petit peu hop, je vous partage une carte de la DRAF. Si on regarde un petit peu le territoire régional, on s'aperçoit que la région Centre est la première région française en termes de surface drainée. Ça représente 535 000 hectares équipés de drainage sur l'ensemble de la région. Et pour notre département d'Indre-et-Loire, c'est quand même 74 000 hectares qui sont concernés, avec des zones plus ou moins équipées. Mais à l'échelle du département, ça va concerner quasiment tous les secteurs, tous les agriculteurs à plus ou moins forte échelle ou forte intensité. Donc, c'est vraiment un contexte, le drainage, dont on ne peut pas s'affranchir. Au-delà de ça, vous n'êtes pas sans savoir que au niveau des solutions phytopharmaceutiques, les approbations et les renouvellements de molécules sont de plus en plus compliqués, qu'il y a déjà eu un certain nombre de molécules interdites et que les solutions chimiques ont plutôt tendance à se restreindre. Parallèlement à ça, on observe aussi des phénomènes de résistance également, des adventices à ces différentes solutions chimiques. Donc, quand on prend tout ce contexte-là, on peut légitimement se poser la question de quelles solutions, quelles stratégies mettre en œuvre pour pouvoir continuer à produire efficacement, et en passant par des désherbages efficaces dans notre département, sur nos territoires drainés. Je vais passer la parole à Delphine Boutet, qui va se présenter et puis qui va nous apporter donc des éléments de réponse. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend. Bon, c'est parfait. Vous voyez bien ma présentation? Oui, tout à fait. C'est bon? Donc, Delphine Boutet, je suis ingénieure régionale pour la région Centre au niveau d'Arvalis. J'ai une spécialisation donc, sur le désherbage de céréales à paille, entre autres, mais plutôt d'un point de vue système de culture. Et je suis également responsable de la DIFIRM de Boinville depuis quelques années. Donc, sachant que j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir en Indre-et-Loire quand j'étais déjà beaucoup plus jeune. Donc, c'est vrai que la question qui est posée, est-il encore possible de gérer des graminées dans les systèmes céréaliers en sol drainé, est une question importante et qui aussi peut évoluer en fonction des évolutions réglementaires, de l'arrivée d'innovation ou pas. Donc, je vais rebalayer peut-être un petit peu plus en détail le contexte actuel et le contexte à venir pour savoir un petit peu s'il faut s'alarmer aujourd'hui d'être en sol drainé ou pas. Et puis, le reste de mon intervention sera valable pour le sol drainé, mais également pour les sols non drainés. Alors, le contexte, c'est clair qu'aujourd'hui, il est peu favorable à la chimie. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des désherbages d'automne qui sont pratiqués de façon de plus en plus importante, en général dans les systèmes céréaliers, du fait qu'aujourd'hui, clairement, dans ces systèmes céréaliers, les deux graminées les plus importantes sont le raies gras, le vulpin.
et que malheureusement, ce raiegras, ce vulpin, voire ce brome, sont des graminées aujourd'hui très touchées par ce qu'on appelle de la résistance. Alors, la résistance, elle ne concerne que certains modes d'action et donc certains produits. Et donc, je vous ai ici cité les deux groupes qui étaient concernés, les deux groupes d'herbicides qui étaient concernés par cette résistance. Vous avez le grand groupe des inhibiteurs de l'ALS, les sulfonylurées, et le groupe des FOP et des DEN, à travers notamment ce groupe-là, je vous ai donné le... Normalement, je suis revenue. Voilà. Donc, derrière ce deuxième groupe, des FOP et des DEN, alors ça, c'est l'ancien groupe, les anciens noms, c'est du Célio, hein, tous les pumas se trouvaient là, dans ce groupe-là. Aujourd'hui, le produit le plus utilisé, c'est l'Axial ou le Traxos. Donc, ces produits-là, ce sont, et vous le reverrez, je vais vous les montrer, ces produits-là sont souvent utilisés en sortie d'hiver et c'est quasi les seules solutions possibles à cette période-là. Donc, quand vous avez des résistances, soit à l'un, soit à l'autre, et maintenant de plus en plus aux deux, ben, c'est normal qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus de désherbage d'automne, parce qu'on n'a plus de solution en sortie d'hiver. Alors, ce désherbage d'automne, il repose essentiellement sur des produits racinaires. Ces produits racinaires qui se voient très touchés par des restrictions drainage. Toutes les innovations qui sont de ce type racinaire, donc qui, en fait, quand on parle de produits racinaires, hein, ce sont des produits qui vont diffuser à travers le sol et atteindre par la suite la cible, mais toutes les nouveautés de ce type sont aujourd'hui sont homologuées avec des restrictions drainage. Alors, c'est en lien notamment avec les modèles qu'utilise ZENSES pour homologuer ces produits-là. Quand on s'intéresse un petit peu à ce que font les pays voisins, en fait, on ne retrouve pas systématiquement ce genre de restrictions. Donc là, pour le coup, c'est très franco-français. Pourquoi aujourd'hui c'est assez contraignant quand on est en sol drainé, c'est que vous avez quasiment plus de solutions herbicides à votre disposition et vous ne pouvez pas bénéficier de cette innovation. Donc, vous verrez qu'il y a des initiatives, notamment des firmes, pour essayer d'assouplir cette réglementation. Alors parfois, on a la possibilité d'avoir ces restrictions en sol drainé qui finalement, grâce à des teneurs en argile supérieures à 45%, sont possibles. C'est surtout des restrictions moins sévères qui sont possibles avec des produits de sortie d'hiver. Aujourd'hui, les racinaires sont plutôt soit autorisés, soit interdits. Alors pourquoi toutes ces restrictions? Ce n'est pas non plus simplement pour le plaisir de faire des restrictions réglementaires. C'est aussi, il faut bien l'avoir en tête, des produits qu'on retrouve souvent dans l'eau. Aujourd'hui, c'est systématiquement les premiers produits céréales qui se retrouvent dans l'eau. Alors, derrière ces interdictions, je vous ai dit, là, je vous ai mis une multiplication des phrases qu'on retrouve. Donc, soit ne pas appliquer ce produit sur sol artificiellement drainé. Donc ça, c'est majoritairement l'ensemble des produits racinaires, notamment les nouveautés quand ils ont des restrictions. Après, l'histoire de l'argile, de la teneur en argile supérieure ou égale à 45%, ça peut arriver, mais c'est essentiellement pour des produits en sortie d'hiver. Et on a quelques produits qui disent qu'ils sont interdits en sol artificiellement drainé en période de drainage lorsque la culture n'a pas atteint le stade BBCH 20. Donc aujourd'hui, c'est début talage, mais c'est un stade pour nous qui n'a aucun intérêt en désherbage d'automne, puisque aujourd'hui, ce qui importe pour bien positionner ces produits, c'est des applications précoces. Donc, en gros, les produits qui ont
cette restriction sont des produits qu'on ne peut pas utiliser en désherbage d'automne. Alors, je vais passer vite parce que effectivement, hein, vous avez vu la carte d'Indre-et-Loire. Bon, sachez que vous n'êtes pas les seuls concernés, hein. Aujourd'hui, en Île-de-France, par exemple, région dont je m'occupe, on a jusqu'à 70% des surfaces drainées. Donc, c'est vraiment un problème qui n'est pas que concentré sur l'Indre-et-Loire, malheureusement. Donc, je me suis amusée à faire la distinction des produits interdits en sol drainé par rapport aux produits sans restriction de drainage. Donc là, on est sur les produits anti-graminées pour des applications d'automne sur blé. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis longtemps déjà, vous avez tous les chlortolurons qui sont dans la mauvaise case, interdits en sol drainé. Cette molécule se retrouve beaucoup aujourd'hui dans l'eau. Alors, depuis 2-3 ans, Adama utilise peut-être un biais réglementaire ou interprète de façon différente la réglementation que nous sur son produit Constel, qui est du chlortoluron associé à du DFF, ou pour Adama, aujourd'hui, ce produit est possible en poste levé sur sol drainé, inférieur à 45% d'argile, quand les drains ne coulent pas entre deux feuilles et fin talage. Bon, c'est vraiment aujourd'hui Adama qui interprète différemment la réglementation que nous. Donc, bon, à utiliser, vous pouvez utiliser ce type de produit parce que la firme le préconise, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, cette interprétation sera plus possible. Pour trouver en fait tous les produits, le Trinity, hein, qui est aussi à base de chlortoluron. Et puis ensuite, vous avez tous les produits qui contiennent du flufénacet associé. Alors, nous avons la chance d'avoir encore deux produits à base de flufénacet, que sont le Fosbury et le Trooper, qui sont autorisés sans restriction de drainage. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence? La principale différence, c'est que le Fosbury Trooper, c'est des, entre guillemets, vieux produits à base de flufénacet, alors que de l'autre côté, des Battle Delta ou Tyrinus, par exemple, ce sont des produits qui sont plus récents. Alors, quand on aura, et je vais vous redonner les dates de réhomologation des matières actives au niveau européen, ça enclenchera en fait un réexamen des produits et le réexamen des produits aujourd'hui en France entraînera de façon inévitable le basculement des Fosbury et des Troopers dans la catégorie des produits interdits en sol drainé. Pour l'instant, c'est qu'ils profitent du fait qu'ils aient été homologués bien en amont des produits interdits. Les produits qui sont également aujourd'hui sans restriction de drainage, ce sont les produits à base de prosulfocarbe, que ce soit à travers le défioroxine ou le déco, ou des produits à base de pendimétalline, Codix, des pendimétallines soit solo, soit associées au picolinaphen. Vous avez également le trialate à l'intérieur de la Vadex, mais alors là, ce n'est pas sur blé, c'est sur orge d'hiver et orge de printemps. Les produits qui ne sont pas des antigraminées strictes, mais qui boostent les autres produits, type DFF, type B-flubutamine ou picolinaphen, sont également aujourd'hui sans restriction de drainage. Alors, au passage, vous voyez que vous avez à peu près ici toutes les molécules qui sont utilisables aujourd'hui en désherbage d'automne. Vous n'avez pas beaucoup de molécules si vous faites attention. Vous pouvez avoir plein de noms, mais en fait, derrière ces noms commerciaux, alors ce n'est pas forcément la même formulation, mais c'est des associations de molécules de type flufénacet, DFF, flufénacet, aglonifène, flufénacet, pendimétalline. Donc, en gros, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste pour faire du désherbage chimique en blé d'automne? On a du chlortoluron, on a du flufénacet,
qui sont là pour le coup peu accessibles en sol drainé. Et vous avez le prosulfocarbe. Aujourd'hui, vraiment, les 3 principales molécules sur lesquelles repose le désherbage chimique, le contrôle chimique des adventices graminées dans les céréales, c'est ces 3 molécules. Ensuite, la pendiméthaline va avoir un profil plutôt vulpin, mais solo, ce n'est pas ça qui nous sauvera. Et puis, les DFF et les picolinafènes, les bflubutamines, qui sont avant tout des antidicotes, boostent un peu les antigraminés, mais si vous les mettez solo sur des champs de raies ou de vulpin, ça ne le fera pas non plus. Pour le trialate, il risque d'arriver sur blé, mais ça fait des années qu'on l'attend. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que ça réglera tous nos problèmes. On a cependant l'espoir d'avoir 2 autres produits qui arriveront dans les prochaines années, dont un qui est très performant sur aigras et l'autre très performant sur vulpin, qui pour l'instant sont annoncés dans les 2 ans, mais on ne connaît pas leurs restrictions d'usage à l'heure actuelle. Alors, je vous ai mis ici, donc c'est des extractions de nos synthèses d'essais désherbage, alors ici Raigra, où je vous ai indiqué le positionnement des produits aujourd'hui autorisés sur sol drainé. Donc, vous avez en bas l'efficacité. Donc, en gros, plus vous êtes à droite, positionné à droite, et plus vous êtes efficace. Et vous avez ici en ordonnée le coût de la solution. Donc, vous voyez qu'on a aujourd'hui encore quelques solutions possibles avec une tendance quand même, plus vous investissez au niveau coût de la solution et plus vous avez d'efficacité. On a notamment ici le positionnement d'une application prélevée et post-levée. Donc nous, quand on est sur des infestations très élevées, clairement aujourd'hui, on préconise le positionnement d'une prélevée et d'une post-levée précoce. C'est le 1F, c'est pour une feuille, c'est vraiment le positionnement optimal quand on est sur des parcelles avec un fond de raie gras important. Il y a d'autres solutions, vous voyez, qui apportent moins d'efficacité, mais qui sont par contre moins chères. Où on retrouve des défis Fosbury. Le défi Fosbury est plutôt aujourd'hui une solution en termes de rapport qualité-prix plutôt pas mal. Et beaucoup de prosulfocarbe. Alors attention, le prosulfocarbe a aussi des restrictions de règlement, par rapport à sa réglementation. On a vu qu'il y avait des problèmes liés à sa volatilisation et donc des présences de résidus. Donc méfiez-vous, il y a un certain nombre de cultures qui, si elles sont à proximité, notamment arboricoles, peuvent vous amener à certaines précautions à prendre avec ce produit-là. Alors, je vous ai présenté le raigra, maintenant je vais vous présenter le vulpin. Donc aujourd'hui, vous retrouvez les mêmes tendances, peut-être encore plus marquées sur le vulpin, avec des efficacités qui augmentent avec le coût. Attention, plus vous augmentez les doses, plus vous allez chercher de l'efficacité, mais vous pouvez aussi marquer votre culture. C'est clair qu'en prélevé puis en post-levé précoce, typiquement, c'est là où vous pouvez avoir des décolorations sur votre blé. Pour moi, des décolorations à l'automne, c'est moins grave que des décolorations en sortie d'hiver, puisque le blé, si vous ne tuez pas des pieds, s'il n'y a pas de disparition de pieds, vous pouvez avoir une très bonne reprise. Le blé, les orges sont quand même cultures très plastiques, et ce n'est pas parce que vous avez une belle phytotoxicité d'automne que vous aurez forcément une pénalité sur le rendement. Il y a encore beaucoup de semaines à passer et les cultures peuvent très très bien s'en remettre.
Donc, on retrouve typiquement soit des flufénacettes, soit des sorties prosulfocarbes renforcées avec de la pendimétalline, suivi ici d'indéco-fosbury. Alors, il n'y a que dans ces situations-là en sol drainé aujourd'hui où on se permet de faire 2 fois 2 prosulfocarbes en utilisant 2 produits différents parce que c'est interdit si vous faites, en fait, en gros, aujourd'hui, il est interdit de faire 2 défis de suite. On se le permet en sol drainé pour se donner des solutions, chose qu'on ne recommande pas en sol non drainé. Alors, vous allez me dire, en termes de chimie, pas beaucoup de solutions. Et puis, les efficacités, ça nous fait pas rêver. Alors, j'ai souvent tendance à dire aux agriculteurs, quand j'interviens sur le désherbage, attention aux efficacités ici d'indiquer dans nos essais. Les essais peuvent parfois être très infestés. L'efficacité d'un produit ici qui est proche de 50%, si vous mettez des leviers agronomiques en amont, vous allez pouvoir regagner nettement en point d'efficacité. Donc l'efficacité, quelque part, c'est vous qui la faites si vous arrivez à mettre en amont des leviers qui vous permettront d'avoir le moins de régras ou de bulpins possible dans la culture. Et c'est surtout là-dessus que je vais insister. C'est pour ça que je dis ce qu'on peut faire en sol drainé, on peut aussi le faire en sol non drainé. Alors, pour vous montrer que quand vous avez encore des graminées sensibles en sol drainé, à la condition d'avoir des teneurs en argile supérieures à 45%, inférieures à 45%, pardon, vous pouvez encore avoir des solutions. J'ai mon signe là qui est du mauvais sens. Donc, c'est bien quand vous avez des teneurs en argile inférieures à 45% que vous pouvez intervenir avec ces produits-là, la plupart de ces produits. Et j'insiste sur des graminées sensibles. Alors, sensibles parce que, je vous l'ai dit en début d'intervention, ces produits-là, quand on regarde leur mode d'action, alors aujourd'hui, on parle de groupe HRAC, donc on donne des lettres, maintenant c'est des chiffres. Bon, globalement, c'est 2 groupes qui sont très touchés en France et à travers le monde par des résistances. Donc dans nos régions, il est vraiment pas rare aujourd'hui d'avoir des pertes d'efficacité, pas en lien avec les conditions d'application, mais tout simplement parce que vous avez des résistances. Je suis, avec mes collègues, de plus en plus amenée à conseiller des produits racinaires en sortie d'hiver. Quand on a des sols portants, on peut aujourd'hui se permettre, à la condition qu'ils soient autorisés en sol drainé. Donc là, c'est vrai. Pour c'est des solutions que j'ai pas différencié les solutions sol drainé non drainé, puisque c'est les mêmes produits qui vont être autorisés. Donc par exemple, on est en sol drainé. J'ai rien fait parce que j'ai pas eu le temps de passer cet automne. Mais aujourd'hui, à la condition d'être au bon stade, donc pas très avancé en stade de culture, et d'avoir bien entendu des adventices qui soient toutes petites. Ces produits-là, imaginez, c'est avant tout des antigerminatifs. En tout cas, ils ne peuvent pas avoir d'efficacité sur des adventices qui sont déjà talés. Ça, vous oubliez, il n'y a plus aucun produit qui ne fonctionne. Donc, à la condition d'avoir des cultures donc, qui étaient semées globalement tard, sur lequel vous n'êtes pas encore intervenu ou que sur une intervention, vous pouvez compléter aujourd'hui, à la condition d'avoir des sols portants, qu'on soit plutôt sur des températures douces, c'est ce on annonce là par exemple du redoux, en capacité de passer, vous pouvez imaginer repasser avec un racinaire à cette période-là. Donc, il y a plein de produits aujourd'hui qui peuvent être utilisables d'un point de vue réglementaire. Donc, reprenez, si vous êtes en sol drainé, la première liste que je vous ai donnée. Fosbury est possible. Le Roxy va être possible.
Voilà, il y a un certain nombre de produits qui peuvent être réalisés et qui sont une solution aujourd'hui si vous êtes, je le répète, sur des cultures et des adventices graminées qui sont toutes petites. Attention à ne pas utiliser ce genre de produit quand on a des forts gelées annoncées, parce que là, la culture risquerait vraiment d'avoir un choc. Et puis en plus, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait que les adventices et les cultures soient poussantes. Alors les situations en sol drainé, est-ce que je suis un petit peu provocatrice en disant est-ce qu'elles sont bientôt dans l'impasse? Ben peut-être, très clairement, parce que l'avenir va se compliquer par rapport à la baisse de solutions. Aujourd'hui, si vous trouvez difficile de les gérer les graminées dans les sols drainés, demain, ça sera pire. Parce que si vous regardez par rapport aux réhomologations et notamment les deux molécules qui nous intéressent, le prosulfocarbe et le flufénacet, alors le DFF qui est souvent aussi et la pendimétalline qui est souvent associée donc à ces molécules-là, clairement, on a des réhomologations au niveau européen qui sont annoncées pour fin 2022 et donc l'ANSES, notre organisme français qui réévalue les produits, pourrait à cette occasion, et c'est tout à fait probable, mettre des restrictions sol drainé sur tous les produits à base de ces molécules-là. Je vous rappelle Défi, Roxy, Fosbury, Trooper qui sont aujourd'hui non concernés par ces restrictions. Alors, je dirais l'espoir aujourd'hui qu'on a d'un point de vue réglementaire, c'est que des firmes, et notamment Bayer, tentent aujourd'hui de faire valoir auprès des autorités l'utilisation d'un outil d'aide à la décision de drainage qui permettrait, à la condition d'être utilisé par l'agriculteur, d'importer ces produits si le risque de drainage est limité. Donc, je ne dis pas que ça autoriserait toutes les utilisations de produits sur tous les sols drainés, mais ça permettrait de faire des passages, notamment quand les drains ne coulent pas. Alors, ces approches, très clairement, elles doivent être validées, donc d'un point de vue scientifique. Donc, on a aujourd'hui l'INRAE, anciennement IRSTEA, qui travaille avec les firmes. Et puis, une fois que scientifiquement c'est prouvé, il faut encore que ce soit accepté. Donc, c'est une lueur d'espoir pour les sols drainés. Vous dire quand est-ce que tout cela sera permis, je ne suis pas sûre que quelqu'un soit en capacité de vous donner une date. Donc, quelque part, aujourd'hui, le constat est là, hein, c'est que la chimie, je vous ai parlé d'innovation, mais il y a 2 innovations qui vont arriver, mais je suis bien incapable de vous dire s'il y aura des restrictions de sol drainé avec ces innovations-là. Vous avez vu que de toute manière, que vous soyez en sol drainé ou non drainé, nous n'avons plus que quelques molécules à notre disposition. Et que quand on regarde les efficacités de ces produits, clairement, on est sur des efficacités qui peuvent être tout à fait faibles au regard de ce qu'on attend des herbicides. Alors l'agronomie, on en parle depuis longtemps, mais je dirais que ce n'est même pas pour le plaisir d'en parler ou pour je dirais, redorer l'image de l'agriculture. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, gérer des adventices, ça passe obligatoirement par l'agronomie. Un produit qui va clairement apporter satisfaction, c'est un produit qui aura aussi été mis sur une parcelle qui aura fait l'objet d'attention particulière en amont avec la mise en place de leviers agronomiques. Si vous avez la chance d'avoir des parcelles toutes propres, ben en fait, tous les produits fonctionneront. Mais malheureusement, quand on regarde la plaine, c'est pas exactement ça aujourd'hui. Et on a quelques parcelles quand même problématiques. Alors, la flore adventice, clairement, c'est la résultante d'un milieu
bon, bah, ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose, hein. Il y a des plantes qui aiment le calcaire, l'humidité, qui aiment le sable, qui aiment, l'argile. Bon, bah, ça, vous ne pouvez pas grand-chose. Pour les pratiques herbicides, on l'a vu, aujourd'hui, de toute façon, vous êtes un petit peu bloqué. Quand on a de la résistance, tout repose sur du désherbage d'automne en céréales. Que si on regarde à l'échelle de la rotation, bah, on a quand même de moins en moins de modes d'action de famille à notre disposition. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut, sur quoi on peut agir le plus à l'heure actuelle? C'est les pratiques culturales. Avec, différents leviers qui, aujourd'hui, sont quand même, style agronomie au secours de la chimie parce que, il y a un certain nombre de leviers qui peuvent être puissants quand ces derniers sont actionnés. Alors les leviers agronomiques, retenez la première idée à retenir, hein, clairement, c'est pas pour, le plaisir, de se dire: «On va faire de l'agronomie, et de l'écologie». C'est voyez ça comme déjà un premier levier, pour rendre efficaces les herbicides. Pour moi, un herbicide, c'est comme, la cerise sur le gâteau. C'est vraiment la dernière chose, auquel on doit recourir. Mais je m'occupe également beaucoup d'agriculture biologique. Là, ça fait 20 ans que je suis cette thématique-là dans la région. Mais je vous dirais la même chose et je dis la même chose aux agriculteurs bio. Je dis que le désherbage mécanique, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, le désherbage mécanique, je le distingue bien des leviers agronomiques. Parce que pour moi, les leviers agronomiques, je reviendrai tout de suite après dessus, les leviers agronomiques, c'est bien pour essayer de limiter la flore adventice qui va pousser au moment où on va implanter la culture. Donc, qu'on soit avec des herbicides ou avec du désherbage mécanique, qui sont deux types finalement de solutions curatives, pour que ces deux solutions curatives fonctionnent, bah, il faut éviter et limiter le nombre d'individus qui lèvent dans la culture. Alors, Delphine, je me permets Oui, parce que d'interrompre oui, je ne vois peut-être. pas les questions, oui. Est-ce qu'il y a peut-être, alors sur le fil de discussion, pour l'instant, personne n'a osé se lancer pour une première question, mais peut-être que en, voilà, en forçant la pause, ça va en inspirer Oui. certains. N'hésitez pas soit à réactiver votre micro si vous souhaitez poser votre question oralement, ou sinon, tout au long de la présentation, n'hésitez pas dans le fil de discussion à écrire vos questions. Voilà, on peut faire des pauses régulièrement, c'est comme ça aussi peut-être plus facile à suivre et puis on pourra répondre au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, je vous laisse la parole, réactivez votre micro si vous souhaitez poser une question ou écrivez-la dans le fil de discussion et je la transmettrai à Delphine. Je veux juste peut-être illustrer mes propos là sur les herbicides et après je prends vos questions. Ici, donc, c'est un essai, et on a plein d'essais qui ont été conduits. Alors, c'est deux essais qui ont été conduits sur la même parcelle, hein. On est vraiment sur la même parcelle. La différence entre les deux, c'est qu'on a dans un cas semé au 12 octobre, on a fait 2 faux semis, et dans l'autre cas, on a retardé un petit peu la date de semis et on a fait 3 faux semis. Et dessus, on a mis en gros 2 essais herbicides. Mais vous voyez, rien qu'en regardant les témoins, vous n'avez pas du tout la même infestation en graminées. Et que mon fameux produit de prélevé, mais il n'a pas du tout donné la même efficacité. Et c'est vrai pour tout, et que dans un cas, on n'arrive pas du tout à atteindre le 100% d'efficacité, qui est quand même plutôt sympathique d'avoir ce 100%, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de graines qui va enrichir le stock semencier pour les années à venir. Et bien ce 100%, on l'a que quand on a associé la chimie à de l'agronomie. Donc voilà un très bel exemple photographique, mais on aurait pu vous en montrer plein d'autres, qui illustrent cette nécessité de passer par l'agronomie pour atteindre le 100% d'efficacité. C'est pour ça que même s'il reste que quelques produits qui ne sont pas les plus efficaces en sol drainé,
on pourra pour moi toujours s'en sortir en s'appuyant sur la chimie, à la condition d'aider ces produits-là en amont. Est-ce que ça soulève des questions ou sinon je poursuis ma présentation? Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce niveau-là? Il ne faut pas être impressionné, hein, et puis il n'y a pas de mauvaises questions. Alors, comment fait-on lorsque les conditions climatiques ne nous permettent pas de retarder les semis? Alors ça, je la garde de côté et je retiens la question et je vais essayer d'y répondre dans la suite de ma préparation. Si vous avez des questions sur les leviers agronomiques, je vais justement les aborder juste après. Bon, mais je pense que je vais enchaîner. On va poursuivre et n'hésitez pas à écrire vos questions dans le fil de discussion, comme ça vous n'oubliez pas vos questions et on peut les traiter à la suite. Alors, les leviers agronomiques, ça sert à quoi? C'est quoi leur objectif d'un point de vue adventiste? C'est perturber le cycle. C'est vraiment ça. Les leviers agronomiques sont là pour perturber le cycle. Quand vous avez un problème de régras, quand vous avez un problème de vulpin, c'est qu'en fait, à un moment donné, votre système, il a favorisé cet adventisme. Donc, il y a une routine qui s'est installée. Parce que s'il n'y a pas de routine, vous ne pouvez pas comme ça sélectionner une adventice problématique. L'absence de routine, c'est ce qu'essayent d'avoir les agriculteurs bio à travers leur système de longue rotation, où finalement, ils préfèrent avoir plein d'adventices en petite quantité plutôt qu'une problématique. Nous, avec nos systèmes céréaliers, on a tendance effectivement à favoriser nos graminées que sont les raies gras, les bulpins, mais également les bromes aussi. Alors, comment on va aujourd'hui perturber ces adventices pour essayer finalement de diminuer leur pression et surtout qu'on en ait le moins possible en culture? Et on va en fait jouer sur 4 facteurs. Le premier, la période de levée préférentielle. Et c'est ça qui va aujourd'hui beaucoup expliquer l'intérêt des rotations. La profondeur de germination, le taux annuel de décroissance et la morphologie de grenaison et la période de maturité. Donc, je vais rentrer maintenant un petit peu en détail de ces 4 grandes caractéristiques biologiques de nos adventices. La période préférentielle de levée, en fait, c'est qu'il y a des adventices qui préfèrent lever à l'automne, ou plutôt en début d'hiver, ou au printemps, ou en été. Et celles qui sont les plus dures à gérer pour nous, c'est celles qui aiment lever tout le temps, et notamment nos traits gras. Si il prend autant de place aujourd'hui dans les parcelles du bassin parisien, c'est clairement que c'est une adventice qui est capable de lever tout au long de l'année. Les vulpins, par contre, ont une levée préférentielle à l'automne, même si, il faut bien l'avouer, ces dernières années, on voit de plus en plus de levées de printemps. Mais globalement, on a quand même plutôt des levées d'automne. Mais le vulpin des champs, si c'est vraiment ça votre problématique, le décalage de la date de semis va fonctionner, mais également le fait d'introduire une culture de type, par exemple, tournesol. Sur un problème vulpin, ça, clairement, ça vous permet de participer à la réduction de cette adventice-là. Donc, quand vous avez diagnostiqué votre problème, et votre adventice problématique et dominante dans vos parcelles, il faut avoir en tête sa biologie. Quand est-ce qu'elle lève? Si elle lève tout le temps, forcément, l'effet rotation sera moins fort. Par contre, si c'est vraiment une adventice qui est très automnale, le fait d'introduire des cultures estivales, printanières, vous aidera à la gérer. C'est comme, je dirais en sens contraire, des agriculteurs qui font que des cultures estivales, notamment je pense à toutes les rotations
de nos collègues du Sud-Ouest fortement en maïs, ben, ils n'ont que des problématiques d'adventice estivale. Donc là, c'est vraiment l'effet rotation, il est basé là-dessus. Il est basé sur casser quelque part le cycle des adventices. Alors, l'effet rotation, il faut aussi lui ajouter l'intérêt d'avoir accès à de nouvelles molécules, mais c'est de moins en moins vrai. C'est vrai que dans les systèmes céréaliers, l'effet rotationnel était beaucoup plus important il y a 10-15 ans qu'aujourd'hui, pour cette raison-là. Vous avez toujours l'effet décalage de la date de levée préférentielle des adventices. Par contre, vous avez accès à moins de molécules autres qu'avant. Donc, l'effet rotation, attention, quand vous introduisez une nouvelle culture pour justement diversifier votre rotation, attention à ce qu'il y ait encore des solutions curatives sur cette culture-là si vous avez des adventices problématiques. Deuxième facteur, la profondeur des graines. Sachez que globalement, la grande majorité des adventices germent uniquement dans les 5 premiers centimètres du sol, à l'exception de la folle avoine, qui, elle, est en capacité de germer plus profondément. C'est pour ça que les bios qui ont des systèmes avec labour ont toujours des problèmes de folle avoine. Mais en tout cas, la majorité de nos graminées problématiques, vulpin, raigra, c'est clairement des germinations dans les 5 premiers centimètres du sol. Il y a également, donc, si vous me suivez toujours, le taux annuel de décroissance, qui est un des facteurs à prendre en compte pour savoir si quel levier fonctionne sur mon adventice problématique. Alors, c'est quoi ce fameux taux annuel de décroissance? Alors, autant regarder un petit schéma. En gros, l'année N, vous avez 100 graines viables non germées qui tombent. Voilà, vous avez des raigras, ils grainent, ça fait 100 graines. Eh bien, si à la fin, il en reste que 25 l'année suivante, on parle d'un taux annuel de décroissance de 75%. Alors, pourquoi ces graines meurent? Il y a plein de possibilités de décomposition, tout simplement que ça germe mais que ça ne peut pas atteindre la surface du sol, que ça rentre c'est mangé. Enfin bref, il y a un certain nombre aujourd'hui de facteurs qui font que les graines meurent. Alors, je vous ai mis tout de suite quel effet, finalement, sur quoi ça pouvait jouer ce taux annuel de décroissance. Mais je vous l'illustre avec l'effet d'un labour. En gros, si vous avez un problème de brome stérile, clairement, en une année, en labourant, vous pouvez régler votre problème. Pourquoi? Parce qu'on est sur un taux annuel proche de 100%. Donc, à la condition de bien désherber l'année en cours, si vous enfouissez vos bromes et qu'il n'y a pas de réinfestation par la surface, ça disparaît quasiment une année. Pour les vulpins, les raigras, les bromes des champs, c'est vrai aussi pour tout ce qui est panique, digitaire et gaillé, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des taux annuels de décroissance proches de 75%. On parle de stock transitoire. Et ça explique qu'on est de plus en plus pro-labour tous les 4 ans. Faire du labour tous les ans, ça n'a aucun intérêt sur les adventices. Parce que de toute façon, vous ramenez toujours de la graine viable en surface. Pour qu'il y ait un vrai impact sur les graminées, c'est clairement tous les 4 ans qu'il faut essayer de labourer. Et pourquoi on dit que le labour est peu ou pas efficace sur les dicotylédones? C'est que malheureusement, on a des taux annuels de décroissance qui sont assez bas, voire pour certains, presque inexistants. Et donc, vous aurez beau faire un labour, en gros, il faudrait labourer tous les 8 ans, à la condition, bien entendu, de ne pas réinfester par le haut, pour avoir un vrai effet. Donc ça, c'est une réalité, c'est que, alors peut-être un point positif dans ce contexte qui est pour l'instant pas très gai, faut se le dire. Le point positif,
qu'on a en France, c'est qu'on a avant tout des problèmes de graminées et pas de dicotylédones. Si on avait des problèmes de dicotylédones, en fait, on aurait beaucoup, beaucoup moins de levier qu'aujourd'hui. Et donc, ça serait beaucoup, beaucoup plus difficile de gérer les adventices par leur caractère persistant dans les sols. Alors, attention, hein, je dis souvent, un labour, ça n'a d'intérêt que si la charrue est bien réglée. Et donc, je vous ai mis ici un lien vers un film sur le réglage de la charrue qui fait partie des vidéos du comité Centre Île-de-France Désherbage. Et je vous inviterai à les regarder. C'est des vidéos qui reprennent tous ces leviers agronomiques. Alors, ces critères biologiques, période de levée préférentielle, profondeur de germination, dormance, taux annuel de décroissance des graines, eh ben, quand on les connaît, on va pouvoir en fait utiliser les leviers agronomiques les plus efficaces pour essayer de perturber nos fameuses graminées problématiques. La gestion des adventices, c'est donc combiner aujourd'hui les meilleures techniques, les plus efficaces, sachant qu'il est très rare de pouvoir combiner tout, puisque j'ai bien entendu la question, ben oui, et les conditions climatiques quand on ne peut pas décaler la date de semis. Effectivement, il y a des années, on ne peut pas décaler la date de semis. Par contre, chose que moi aujourd'hui je préconise fortement, c'est que nous n'avons pas au sein d'une exploitation une infestation, je dirais, uniforme sur l'ensemble des parcelles. C'est que souvent, on a quand même une parcelle qui est plus sale, plus infestée que les autres. Et sur cette parcelle sale, finalement, qui, quand on regarde par rapport à la surface totale, présente quand même un nombre d'hectares réduit, on peut se permettre de prendre un peu plus de risques. Donc, effectivement, hein, l'objectif, ce n'est pas d'appliquer tous les leviers agronomiques sur toutes les parcelles, pas du tout, parce qu'en plus, on prendrait un risque à vouloir tout semer tardivement, mais sur une exploitation, on peut essayer de se dire, bah, cette année, sur cette parcelle-là, je prends un peu, je vais courir un risque pour essayer de résoudre mon problème de raigrats et de vulpin. Alors, il y a plein de leviers aujourd'hui qui peuvent être actionnés. Moi, j'aime beaucoup les leviers préventifs parce que c'est ce qui va permettre notamment d'augmenter l'efficacité des herbicides ou du désherbage mécanique. C'est par exemple utiliser des semences propres. Quand vous faites votre propre semence, il est quand même préférable qu'on ne ressème pas du raigrats avec. Attention à la gestion des bords de parcelles. Quand c'est possible, ça dépend des réglementations, mais quand c'est possible, attention. Des fois, les bords de champs sont très bien pour la biodiversité, puis des fois, ça bascule vers plutôt des services, des disservices, comme on dit, avec des impacts négatifs, notamment en termes de gestion des adventices. L'équilibre des rotations. Vous avez vu que quand on a une adventice, notamment qui est très focalisée sur une période particulière pour s'alver, on peut la perturber. Quand vous avez la chance d'avoir de l'élevage, très clairement, vous pouvez mettre des prairies temporaires. Et là, ça vous permet de casser le cycle de ces adventices. Alterner les cultures salissantes et les cultures faciles à désherber. Attention, je vous dis qu'on peut faire des erreurs aussi quand on veut diversifier ses rotations. Renseignez-vous sur les solutions curatives dans cette culture parce que peut y avoir là, je dirais, un bien pour, enfin, en tout cas des erreurs. Moi particulièrement, je vois sur Boinville, on voulait diversifier la rotation, on s'est dit ça va nous aider sur les adventices. En fait, c'était catastrophique. On a introduit un lin, on a été incapable de le désherber et en fait, j'ai jamais vu autant de raigrats dans la parcelle. Un travail du sol. Le labour occasionnel, c'est vraiment, retenez tous les 4 ans, le meilleur levier sur les graminées. Et puis, pour des gens qui sont en non-labour, clairement, on peut faire du faux semis, notamment si vous n'êtes pas sur du couvert permanent. Le faux semis permet de déstocker. Bien entendu, ces leviers-là fonctionnent, notamment le faux semis, ne marche que quand on a des périodes favorables à la levée,
des adventices. Donc avoir un peu d'eau, faire du faux semis dans des sols secs, ça fait juste bouger de la poussière. Les couverts, dans nos expérimentations, clairement, sont aujourd'hui plutôt à effet neutre. Alors, il faut distinguer les couverts de l'interculture, ces couverts qu'on fait en lien avec la réglementation, et puis ceux qu'on fait en couvert permanent. Donc, clairement, aujourd'hui, pour les couverts d'interculture, même s'ils sont bien implantés, donc on voit un peu moins d'adventices dedans, mais à la limite, c'est pas grave. Moi, que le couvert soit sale ou pas, tant qu'on le détruit avant que ça graine, il n'y a pas de souci. Là où moi je suis un peu déçue, c'est quand on voit tous les résultats d'essais qui montrent que couvert propre ou pas, il n'y a aucun effet sur la culture suivante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai plutôt positionné en catégorie neutre. Dans les couverts permanents, ce qu'on voit, c'est que globalement, quand on a des grosses infestations raies-gras, ça ne suffit pas à le gérer. En parlant de gestion, qu'est-ce qu'on peut faire clairement pour limiter la production de graines? Ce n'est pas d'adventice levé le jour du semis. Ça, c'est quelque chose, je pense que vous avez entendu depuis tout petit. Ça vous rappelle que des adventices levés le jour du semis, c'est que si vous en avez, vos herbicides, ils fonctionneront moins. Et si vous envisagez du désherbage mécanique, il fonctionnera moins aussi. Broyage des zones infestées. Ouais, moi je fais de plus en plus de conseils de broyage des zones infestées. Quelque part, vaut mieux des fois broyer ces zones pour. Alors, de toute façon, le mal est fait, hein, la concurrence est faite sur la culture, mais ça permet de sauver les années à venir en empêchant notamment des infestations. Et alors là, vous allez me dire, elle ne nous fait pas rêver avec du désherbage manuel, mais n'empêche que quand vous avez que quelques plantes problématiques, vaut mieux les arracher et les sortir de la parcelle pour certaines que d'attendre d'avoir un gros rond pour essayer de les gérer. Il y a une façon également de limiter le retour des graines au sol. Clairement, c'est le nettoyage de la moissonneuse-batteuse entre parcelles, notamment quand vous avez moissonné une parcelle sale. Surtout, n'allez pas sans nettoyage préalable récolter une parcelle propre. Parce que la moissonneuse-batteuse, c'est un formidable outil à dispersion de graines de raies gras. Alors, pourquoi j'insiste sur les rats? Parce que les vulpins, généralement, sont tombés avant. C'est des floraisons et des maturités plus précoces et donc les graines ne se retrouvent pas au moment de la moisson avec les blés. Alors, la récolte et le broyage de la menu paille aujourd'hui sont des choses un peu regardées, notamment le broyeur de menu paille. Le souci, c'est que c'est une technologie qui se met sur la moissonneuse-batteuse. C'est assez énergivore aujourd'hui. C'est des importations de technologies, notamment d'Australie, qui doivent faire leurs preuves en France parce qu'on n'a pas le même volume de menu paille à gérer qu'en Australie. On fait beaucoup plus de rendement en France. Donc, il faut qu'on voit si ça a un intérêt ou pas de broyer la menu paille pour qu'en gros, les graines qui retombent, qui ont été récoltées, les graines d'adventice qui retombent dans les menus paille, soient en capacité de lever. Et puis, en cas de mauvaise maîtrise, un labour peut aider ou une mise en place d'une culture facile à désherber peut aider. Je dis souvent en non-labour aux gens qui sont en non-labour depuis très longtemps, un labour tous les 10 ans, tous les 12 ans, ça ne retirera rien tous les efforts que vous avez faits de maintenir du non-labour aussi longtemps. Ça va diluer un petit peu la matière organique, mais ça n'aura pas cet effet de bombe, comme on parle de minéralisation. Vous ne repartez pas à zéro. Tous les efforts que vous avez faits pour mettre de la matière organique en surface ne s'effacent pas. Alors, Delphine, j'ai plusieurs remarques ou questions peut-être qu'on peut prendre. Oui. Une question qui était peut-être en lien, alors pas tout à fait avec les conditions climatiques, mais comment faire dans les sols argileux supérieurs à 25 à 30% d'argile où il est compliqué d'attendre sans mettre en péril la culture elle-même? En fait, sur les sols argileux, pour moi, c'est la rotation, le fait d'avoir
par exemple du maïs dans la rotation, qui va aider. Ça va être là pour le coup de jouer sur des petits leviers comme le nettoyage de la moissonneuse-batteuse, comme pas d'adventice le jour du semis. C'est clair que les sols les plus compliqués aujourd'hui, hein, c'est les sols argileux, hydromorphes. Hein, et c'est là où peut-être j'ai le moins de solutions à proposer et la rotation, notamment avec du maïs, reste encore la solution la plus pertinente. Alors, en lien aussi avec ça, une remarque aussi, on me dit que les nouvelles contraintes d'usage du glyphosate ne vont pas vraiment nous aider, notamment quand on veut travailler le labour dans la rotation pour réduire la pression régras. Oui. Alors, oui, ça c'est clair qu'aujourd'hui, alors les restrictions, elles sont en cours. On ne sait pas ce que deviendra le glyphosate. On peut espérer que cette molécule soit maintenue dans un certain nombre de cas, mais je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, c'est ça qui est difficile en désherbage. C'est qu'on n'a pas de solution miraculeuse. C'est clair, hein, je me rends bien compte que je ne vous fais pas rêver du tout ce soir. Hein, mais c'est ce que je ne peux pas me permettre de vous mentir. Il y a aujourd'hui un principe de réalité qui nous fait face, qui nous dit que c'est compliqué aujourd'hui et ça sera plus compliqué demain. Alors, on essaye des innovations, donc soit chimiques. Pour remplacer le glyphosate, en ce moment, on essaye de travailler tout ce qui est désherbage électrique. Là, je vais vous parler après de tout ce qui est désherbage mécanique, également de pulvérisation localisée. Mais clairement, ça va être complexe. Hein. Ça sera même peut-être le côté de la protection des plantes qui sera mais ça j'en suis persuadée, le plus complexe demain. Parce on va avoir des solutions faciles à vous proposer au niveau des maladies. On va avoir des choses, à mon avis, en insectes aussi, à vous proposer demain avec un duo qui fonctionne bien entre des variétés résistantes et du biocontrôle. Côté biocontrôle, il n'y a aujourd'hui rien, mais rien du tout côté herbicide. Ou ce sont des acides qui sont notamment, quand vous allez en jardinerie, là, ce qu'ils vendent pour du Roundup aujourd'hui, c'est l'acide bélangonique. Enfin, clairement, vu les litrages qui sont mis et le prix que ça coûte, on ne peut pas aujourd'hui se le permettre en grande culture. Donc, ça va être complexe. Va falloir mettre beaucoup de leviers en place. Et je pense qu'il va falloir apprendre aussi à vivre avec un certain nombre d'infestations. Le tout étant de faire en sorte qu'elles soient le moins compétitives possible par rapport aux plantes. Voilà, donc on avait également des remarques par rapport aux solutions, aux leviers agronomiques qui se rapportaient encore une fois là aussi au climat avec la difficulté de faire des faux semis lorsque les étés sont secs. Et puis au niveau des diversifications de rotation, les cultures de printemps qui sont économiquement moins performantes bien souvent que les cultures d'hiver ou d'automne. Et puis, il y a aussi, encore une fois, l'aspect réglementaire qui est souligné entre les restrictions sur drainage, les DVP de 20 mètres qui s'appliquent là pour le coup pas uniquement pour les céréales, sur un certain nombre de produits. C'est vrai que ça laisse quand même beaucoup de difficultés à gérer. Et en tout cas, il faut pouvoir compter un peu sur la chance au niveau climat si on Oui, veut alors pouvoir arriver à faire quelque chose. je dirais pas la chance, il faut être opportuniste. En termes de gestion des adventices, voilà, aujourd'hui, c'est être opportuniste. C'est qu'effectivement, certaines années, ce n'est pas la peine d'y aller au niveau des faux semis. Et puis, il y a des années où ça marchera très, très bien. Donc, c'est vraiment être opportuniste sur la façon d'y aller. Mais oui, je sais très bien aujourd'hui que ça va être dur et que ça va être peut-être encore plus dur demain. Alors, on essaye de trouver des innovations. Je vous dis, on parle de désherbage électrique pour remplacer du glyphosate. Donc, le désherbage électrique
ça ne sera pas miraculeux, mais ça pourra donner quelques solutions, notamment potentiellement dans des sols argileux qui se travaillent difficilement quand on avance en campagne. Voilà, il y a un certain nombre on creuse les pistes. Je peux vous dire que on essaye de trouver des solutions. Alors, si ça peut vous remonter le moral ou pas, sachez que l'ensemble des pays européens sont dans cette situation. C'est différent dans d'autres pays comme aux États-Unis, au Canada ou en Amérique du Sud, où eux, ils commencent à avoir des problèmes, ce qu'ils appellent le super weed. C'est en fait des adventices qui sont résistantes au glyphosate parce qu'ils en fait, ils ont tout misé sur le couple OGM glyphosate dans certaines régions. Donc, ils sont aujourd'hui en train de mettre en place des leviers agronomiques aussi. Donc voilà, globalement au niveau mondial, c'est vraiment le désherbage reste quand même un levier fort qui va impacter nos cultures, ça c'est clair. Alors, du coup, concernant toutes ces méthodes qui sont à l'étude, tu as peut-être prévu de nous faire, peut-être pas Oui, un inventaire, mais en tout cas de nous en présenter quelques-unes qui oui. seraient peut-être prometteuses. En lien avec ça, tu nous as parlé du désherbage électrique. On a une petite question qui nous demande quel impact sur les vers de terre Alors, d'une telle méthode de désherbage. Mais voilà, d'une manière générale, est-ce que tu peux nous présenter les innovations les plus, alors, soit les plus avancées, soit les plus prometteuses, et puis bah, leurs avantages et leurs inconvénients, parce qu'il ouais. y a... Alors, le désherbage électrique, je n'ai pas prévu de diapo dessus. C'est des choses qu'on a déjà pas mal communiqué au niveau de l'Institut. Pour moi, c'est vraiment un positionnement pour remplacer du glyphosate ou du travail du sol. C'est des choses qui sont actuellement travaillées en interrang du maïs, mais qui nécessitent encore un peu de développement. Donc oui, pour les vers de terre, c'est des choses qu'on regarde et a priori, il faut imaginer que l'électricité ne va pas très loin dans le sol. Donc c'est vraiment pour l'instant sans impact au vu de ce qu'on a pu voir sur les vers de terre et la microbiologie des sols. Donc aucune chance de les transformer en vers luisants. Ouais, non. Au niveau du Bonjour. désherbage, oui. Excusez-moi de vous interpeller. Par rapport au désherbage électrique dans le maïs en interrang, Oui, vous faites référence au projet Weedelec qui c'est est le Zaxo. Nous, on travaille avec Zaxo. d'accord. Et c'est pour désherber dans les maïs sur quel stade? Et ben en fait, au vu de la machine, à mon avis, enfin pour moi, c'est des choses qui pourront intervenir jusqu'au moins 5-6 feuilles. Parce que c'est du désherbage avec des robots autonomes qui seraient capables de Ah non, 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 désherber. c'est pas des Non? robots autonomes là. C'est pour l'instant, c'est des palmes qui passent. Je pourrais transmettre ensuite des articles sur le sujet. C'est des palmes qui touchent les adventices. Donc c'est tracté c'est tracté par un tracteur classique. D'accord, mais ça n'a pas d'effet sur le maïs. Ah non, non, ça n'a pas d'effet sur le maïs, non. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille notamment sur la digiferme de Saint-Hilaire. Et puis, je sais qu'il y a potentiellement des éleveurs autour de l'écran. Donc, c'est travaillé également pour détruire de la prairie. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Toute la difficulté, ça va être de trouver déjà les bonnes conditions d'application. Parce que quand on a des sols trop humides, ben, on voit qu'on a de la perte d'efficacité. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a des différences de comportement entre graminées et dicotylédones. Et c'est surtout qu'on voit que c'est très énergivore hein, quand même ces utilisations. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'il y a des gros équipementiers qui sont en train de travailler le sujet. Et comment ça sera mis à disposition des agriculteurs, je pense qu'ils s'interrogent encore.
je vois plus de la prestation qu'un agriculteur investir dans ce genre d'outils aujourd'hui au vu des prix qui sont annoncés. Mais c'est des choses qu'on travaille, mais qui pour moi nécessitent encore peut-être quelques années de développement encore avant que ce soit opérationnel et étendu chez les agriculteurs. Alors, on travaille, là je vais vous parler de désherbage mécanique. Donc aujourd'hui, au niveau des désherbages mécaniques, moi j'avoue que je suis une pro binage parce que tout ce qui est herse ou rotative, clairement, c'est bien sur des cultures de printemps. Alors, je dis ça parce que j'ai l'expérience en agriculture biologique, mais que clairement, ces outils-là, ça se passe sur des stades adventices qui sont ce qu'on appelle filaments. Donc, dès que vous avez une feuille, c'est déjà beaucoup moins efficace. C'est plus efficace en plus sur les dicotylédones et moins efficace sur les graminées qui sont souvent nos problèmes dans les systèmes céréaliers. Donc, on a testé cette solution de binage. Alors, j'ai la chance sur Boinville d'avoir du RTK. Ça me permet de repasser à 2 cm près au même endroit. Donc, en fait, entre la caméra, j'ai une bineuse à caméra et du RTK, on arrive à biner du blé à 15 cm d'écartement, je dirais sans problème et sans impact sur le blé. Donc, on a eu toute une série d'essais. Là, je vous montre un essai qu'on a eu en 2019. Alors déjà, vous allez, quand je vous parlais d'efficacité qui est en lien avec ce qu'on a fait en amont, vous voyez, j'étais sur une parcelle qui était en agriculture de conservation depuis une dizaine d'années, qui n'avait jamais été labourée depuis au moins 20 ans. Bon, j'ai eu quelques soucis d'infestation de raies gras. Et au bout d'un moment, on a coupé la parcelle en deux, on a labouré et voilà ce qui a bien en semis direct. Donc, on voit déjà que les modalités, qu'elles soient chimiques ou mécaniques, elles ne partent pas sur le même niveau d'infestation. Ensuite, ici, vous avez les efficacités. Et puis, le produit brut, c'est le rendement de la culture fois son prix moins les coûts de passage. Donc, on est bien en conventionnel. Et là, c'était du triticale. Dans les autres, on avait du blé, mais ça donne à peu près, ça donne les mêmes enseignements. C'est que quand on parle aujourd'hui que mécanique, clairement, autant le mécanique en bio, ça marche, autant en conventionnel, ça ne marche pas, puisque on atteint globalement souvent 50% d'efficacité, on perd de l'argent parce qu'on a eu déjà un effet de concurrence vis-à-vis de la culture, que quand la chimie marche, en fait, on n'a pas d'intérêt à aller biner. Par contre, clairement, quand la chimie est plantée, parce que la chimie, au bout d'un moment, elle a ses limites, là, on voit un regain d'intérêt du binage. On gagne des points d'efficacité grâce à ça. Alors, ça peut vous paraître bizarre, l'efficacité aussi haut. L'efficacité, ça se fait aussi par rapport à des témoins. Donc, méfiez-vous quand on vous dit 90% d'efficacité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est le départ. C'est quoi l'infestation de départ? Parce que 10% de 1894 raies gras, ce n'est pas 10% de 67. Donc, on est bien inférieur en termes de résultats sur le deuxième essai, qui est juste donc dans la même parcelle. C'est juste qu'on n'a pas labouré. Donc, c'est quoi l'avenir? Pourquoi je vous parle de binage et pourquoi on s'est intéressé au binage des céréales? C'est qu'aujourd'hui, donc même avec du RTK et des solutions qui vous permettent de biner du blé à 15 cm d'écartement, vous avez vu que ça n'a d'intérêt aujourd'hui que quand vous êtes planté au niveau chimie. Mais ça a un autre intérêt, c'est qu'on est quand même en train de préparer là, un avenir un petit peu plus lointain, que sont l'utilisation de robots. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de robots qui sont apparus, qui sont développés. Alors, je vous ai mis les historiques, on va dire ça comme ça. Il y a d'autres initiatives. Mais globalement, ces robots, quand vous les regardez, des herbeurs, c'est avant tout des porte-outils. Et qu'est-ce qu'ils portent? C'est des bineuses. On a travaillé avec EcoRobotics et on va retravailler encore avec eux. Bon, là, vous avez affaire à des rampes, de la pulvérisation localisée, on en reparlera juste après. Mais sinon, dans les robots,
ou voir, quand on parle de tracteurs autonomes, aujourd'hui on ne peut pas les tester en France, mais clairement, ce qu'on met derrière, on attelle des outils de désherbage. Bon, ces robots-là, on les a testés, chez nous notamment sur maïs. Ça a la même efficacité que du binage. En fait, on recherche les mêmes conditions. L'intérêt, c'est quoi? C'est que là, vous n'êtes plus là et que ça peut travailler la nuit sans difficulté. Bon, avant que ça se développe en France et notamment en grande culture, puisque c'est déjà plutôt aujourd'hui des outils qui vont se porter sur le maraîchage, la vigne, l'arbo, clairement, il faudra, je dirais, déverrouiller un certain nombre de réglementations. Par exemple, quand j'ai testé les robots, je ne pouvais pas ne pas avoir quelqu'un à côté. Vous ne pouvez pas non plus faire traverser la route à un robot. Donc, il y a un certain nombre de petits freins, on va dire ça, voire gros freins, qu'il faudra surmonter. Mais c'est vrai pour tout véhicule autonome, avant que ça n'arrive en grande parcelle. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui militent pour plein de petits robots, des flottes de petits robots pour faire du désherbage plutôt qu'un seul gros robot. Donc ça, c'est des choses, je dirais, à plus long terme. C'est pas tout à fait, on est encore loin de l'opérationnalité en grande culture. Est-ce que niveau binage, vous avez des solutions, enfin binage ou autre, vous avez des solutions techniques ou innovantes pour tout ce qui est intra-rang? Parce que Oui, en alors, général, le binage, c'est inter-rang, mais ouais. intra-rang, il y en a toujours. Alors nous, ce qu'on teste en maïs notamment aujourd'hui, c'est qu'on a des travaux sur des pulvérisations localisées sur le rang et du binage interrang. Alors, on aime bien, je dirais, dépaquer, c'est la mode des fongicides, dépaquer les interventions parce qu'en fait, les conditions d'efficacité des herbicides sont opposées aux conditions d'efficacité du binage. En gros, il faut de l'humidité pour que les herbicides fonctionnent. Pour le binage, il vous faut un sol qui ne soit pas complètement sec, mais qui soit suffisamment sec et surtout après, avec des conditions de dessèchement des adventices mis en surface importantes pour que ça ne repique pas. Donc nous, on travaille cet aspect-là qui donne plutôt satisfaction. Après, clairement, il y a des initiatives pour avoir des outils, c'est des couteaux en fait qui passent au niveau, alors plutôt aujourd'hui développés pour des plants de salade ou des betteraves. Donc aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui tournent en région centre, essentiellement sur betterave bio. Alors le problème, c'est que là, vous baissez fortement vos débuts de chantier. C'est des outils qui coûtent cher et qui ont surtout un retour sur investissement sur des cultures qui rapportent, quoi. Donc, c'est toute la difficulté d'utiliser aujourd'hui ce genre d'outils pour faire un maïs classique, par exemple. Alors, il y a toujours des utilisations type doigt cresse qui peuvent se faire, mais enfin, on a tous vu les limites de ce genre de structure sur maïs. Donc oui, il y a des choses qui se font. Après, ce qu'on peut espérer, c'est une démocratisation très claire de ce genre d'outils en se disant, bon, aujourd'hui, ils coûtent cher parce qu'ils sont en cours de développement. Bon, on aura quand même un problème de début de chantier à gérer avec ce genre d'innovation. Mais oui, ça se travaille aujourd'hui. Alors moi, je voulais vous parler de quelque chose là qui est peut-être plus concret, peut-être plus proche d'utilisation dans vos champs. C'est la pulvérisation localisée qui est notamment en lien avec des technologies de reconnaissance des adventices. Donc aujourd'hui, grâce à des méthodes de reconnaissance, on parle de deep learning, d'intelligence artificielle, on est en capacité de plus en plus, grâce à des capteurs sur des pulvérisateurs, notamment, de reconnaître des adventices de la culture. Alors, il y a encore quelques freins technologiques, notamment parce qu'il faut qu'on apprenne aux algorithmes à reconnaître ces adventices. Ce n'est pas inné, c'est comme nous, on a appris à les reconnaître, il faut apprendre aux machines à les reconnaître. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce que pas mal d'entreprises font.
C'est-à-dire on donne des bases d'apprentissage, on crée des bases d'apprentissage aux machines pour qu'elles reconnaissent ces adventices. L'objectif, c'est d'aboutir à des cartes de préconisation pour savoir notamment où sont où sont positionnés mes adventices dans le champ. On peut aujourd'hui avoir des cartes de préconisation qui sont, après le passage des capteurs, à terme, on imagine que le capteur transmettra directement l'information au pulvérisateur et qu'on aura l'intervention simultanée. Pour que ça fonctionne, il faut faire attention. Aujourd'hui, on fonctionne plutôt en tronçon. Est-ce que demain, on pourra aller jusqu'à l'intervention à la buse? Dans ces cas-là, il faudra faire attention à la gestion des fonds de tube. Est-ce que quelque part, la Rolls-Royce du pulvérisateur, demain, ça sera des interventions à la buse avec de l'injection directe? C'est potentiellement ce qui peut se développer. Mais moi, je dirais que le premier frein que j'identifie dans la région, et là on parlait de céréales à paille, c'est qu'il faut encore des produits foliaires efficaces. Parce que quand vous voyez des adventices, eh ben, il faut pouvoir agir dessus. Alors, pourquoi je dis que c'est quelque chose qui donne aujourd'hui beaucoup de satisfaction et c'est vrai que nous, on a vraiment des très bons résultats, notamment sur certaines adventices type chardon qui sont en forme de rond, qui sont bien concentrés sur certaines parties des parcelles. C'est que aujourd'hui, clairement, dans les expérimentations qu'on mène sur la Digiferme, grâce donc, je vous dis, on passe des capteurs. Ces capteurs nous identifient les chardons. Cette carte d'identification, on la transforme en carte de traitement, notamment avec la transformation en zone de 2 mètres, parce qu'on a des tronçons de 2 mètres. Et puis, en fait, ensuite, on met cette carte de préconisation dans le pulvérisateur et on a aujourd'hui, on vérifie que les tronçons s'ouvrent au bon moment. Donc, grâce à ça, on arrive depuis maintenant 3 ans à diminuer très, très fortement nos doses d'anti-chardon de 79 là, en 2019 à 88%, uniquement avec des tronçons de 2 mètres. Donc, c'est vraiment pour nous très intéressant. Sachant que c'est une façon aussi de répondre aux réductions de doses. Parce que ce qui est important, c'est que en fait, nos adventices elles soient détruites et donc de mettre la dose efficace. Si on a des restrictions à la dose, en général, c'est même pas en général, ces restrictions aujourd'hui se font à l'hectare, en moyenne sur la parcelle. Donc rien ne nous interdit aujourd'hui à mettre une dose un peu plus importante sur les adventices, sachant qu'on ne met rien à côté. Donc ça, c'est une vraie façon pour moi d'allier moins de phyto qui, quelque part, part de la parcelle et se retrouve dans l'eau, à une bonne gestion de certaines adventices. Donc ça marche pour certaines adventices, ça ne marche pas pour d'autres, mais quelque part, moi, je pense que dans quelques années, ça sera des options au niveau du pulvérisateur. On a beaucoup aujourd'hui d'industriels, des agroéquipementiers qui sont clairement en train de développer ce genre de choses. Donc, on a des projets européens avec eux. Enfin, ça, clairement, ça peut très, très vite être mis au point et donc utilisable chez vous. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des innovations à court terme. On a aussi une question en lien évidemment avec tout ça. Est-ce que le fait d'avoir un pulvérisateur intelligent, entre guillemets, nous permettrait d'utiliser des produits non homologués sur sol drainé, en considérant la diminution d'utilisation de produits à l'hectare que ça peut engendrer? Est-ce que ça rejoint peut-être les idées d'outils d'aide à la décision dont on parlait au début? Oui, de toute façon, toutes ces pratiques-là, pour nous, peuvent être de bons arguments à mettre en avant auprès de l'ANSES pour qu'on puisse les utiliser. Alors, pour les sols drainés, je pense c'est pas tant la réduction de dose qui est à rechercher. C'est vrai, je pense que ça passera par les outils d'aide à la décision, les fameux outils d'aide à la décision drainage,
Je pense que c'est plutôt par là que se déverrouilleront la réglementation. Parce que ce qui compte, c'est que ça ne coule pas à l'extérieur de la parcelle. Donc, si vous avez un outil d'aide à la décision qui vous permet de prouver à l'administration que vous pouvez appliquer le produit sans risque pour l'environnement, à mon avis, c'est par cette voie-là qu'on pourra ouvrir le champ des possibles sur les sols drainés. Mais bien entendu, utiliser des pulvérisateurs intelligents nous permettra de rester à des doses efficaces sur certaines adventices. Alors, on peut imaginer aussi l'avenir un peu plus lointain. On parle de chimie, peut-être qu'on aura d'autres solutions pour détruire les adventices identifiés. Bon, là, aujourd'hui, on parle, si vous regardez un petit peu, si vous êtes curieux, on peut parler de micro-ondes, on peut parler de laser. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui restent à explorer et à maîtriser, à rendre exploitables au champ. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui encore possibles au-delà de la chimie. Et je pense qu'il y a quand même des belles innovations à venir, mais je la vois plutôt de ce côté-là aujourd'hui, sur des choses qu'on ne se connaît pas encore, qui nous restent à explorer. Le tout devant être peu énergivore, au vu de nos ambitions, notamment vis-à-vis de moins d'utilisation de carburant pour limiter les gaz à effet de serre. Donc, oui, il faut rester optimiste parce qu'il y a, je pense, des belles innovations, mais clairement, le salut de la gestion des adventices passera par les agroéquipementiers. Pour moi, c'est très clair. Et puis, juste quand même un mot de la fin, c'est que, et c'est là que c'est difficile, je pense que c'est d'autant plus difficile pour les conseillers qui vous gèrent aussi, enfin qui vous accompagnent, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle. À chaque situation, sa réponse, même au sein d'une exploitation, il faut pour moi pas gérer les parcelles de la même façon. Ce qui est difficile, c'est que ce qui fonctionne chez l'un d'entre vous ne va pas forcément fonctionner chez l'autre. Moi, dans la même journée, je raconte souvent cette anecdote, mais m'est déjà arrivé à un agriculteur de lui dire je crois que là, il faut labourer. Et à un autre en disant non, mais arrêtez tout de suite le labour, là, il est temps d'arrêter de labourer. Donc, ça dépend en fait de l'historique. Donc, le diagnostic à la parcelle est hyper important avant de mettre le plan d'action. Avoir aussi, parce que le désherbage, ça nécessite quand même d'avoir un matériel très polyvalent, donc de vérifier aussi ses possibilités d'investir. Et puis, d'avoir un bilan, parce que c'est difficile de voir si on progresse ou pas. Parce que souvent, le progrès, il se fait attendre en adventiste. C'est progressif, c'est, je dirais, une course d'endurance. Donc moi, aujourd'hui, avec mes collègues, on préconise de faire ce qu'on appelle une note de satisfaction. Donc ça se passe en général avant la récolte. Alors c'est très subjectif, mais c'est une façon très simple de noter ses parcelles pour justement voir que ces efforts payent. Parce que ce qui est important, c'est que vous ayez un vrai sentiment de progrès par rapport au levier que vous avez pu mettre en place. Donc ça, je vous encourage à le faire, alors de cette méthode ou d'une autre, mais c'est vraiment important que vous puissiez vous rendre compte dans le temps en parcourant vos parcelles. Et puis, vraiment, je vous encourage à aller voir les vidéos qu'on fait, la Chambre participe, grâce au comité des herbales Grande Culture Centrée de France. On a des vidéos courtes sur tous les leviers agronomiques, sur le réglage de la charrue, enfin bref, sur plein de choses intéressantes. C'est des vidéos courtes et je vous encourage fortement à aller les voir. Voilà, ça vous apportera, je l'espère, quelques autres réponses. Vous pouvez aussi retrouver dans le fil de discussion un lien vers une vidéo sur YouTube qui concerne le désherbage électrique. N'hésitez pas à aller voir ou revoir cette vidéo également. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de finir sur une note positive parce qu'il y a encore tout un champ exploratoire à faire
en lien avec les agroéquipementiers et les innovations de l'agroéquipement. En attendant l'arrivée de ces innovations, bah, oui, ça va être difficile. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut surtout, je pense, saisir les opportunités des leviers agronomiques et vraiment utiliser la chimie ou le désherbage mécanique comme les dernières étapes pour essayer d'aller chercher le plus d'efficacité possible. Merci Delphine. Alors j'ai encore une question qui nous est arrivée. Comment utiliser une herséterie dans un itinéraire avec traitement phyto précoce sur céréales? Alors là, c'est un peu difficile. Moi, la herséterie ou que ce soit la houe rotative, c'est des outils que j'apprécie surtout sur des céréales de printemps. Ce que vous pouvez faire, c'est l'utiliser en prélevé. Sauf que moi, j'avoue que sur des problématiques, sur des parcelles avec des problématiques graminées, j'ai tendance à dire qu'il faut décaler la date de semis. Et ça, ces décalages de la date de semis sont très importants. Mais en tout cas, si on me disait il faut utiliser la herse et la chimie, je commencerai par la herse et en prélevé. Et je passerai l'herbicide en post-levé. Je le ferai dans ce sens-là. Après, la herse, si vous l'utilisez en sortie d'hiver, donc on a eu des essais notamment dans le Cher depuis 2 ans, 3 ans. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que si vous passez, déjà, vous allez devoir attendre parce qu'il faut quand même que ça soit bien essuyé, que vous ayez des conditions de dessèchement, parce qu'en fait, la herse, vous faites vibrer, donc les filaments, ils sortent, et puis ils doivent être desséchés, donc il faudra des conditions pour que ce soit desséché. En sortie d'hiver, vous avez le risque d'avoir des graminées développées. Et alors là, en fait, quand vous passez la herse, vous allez dézinguer du blé, qui aura plus de mal à s'en remettre parce que là, vous arrachez des pieds, et peu d'efficacité quelque part sur les raies qui sont allées bien en terre. Donc, moi, je ne suis pas très pro-herse par expérience en conventionnel, mais plutôt à utiliser en prélevé. Mais je préfère qu'on décale la date de semis. Donc, dans ces cas-là, c'est de l'opportunité. Avoir des automnes secs qui, là, pour eux, ce serait vraiment le moment de les tester. C'est quand vous avez un automne sec où de toute façon vos herbicides vont être mis à mal, vous pouvez tenter la herse. Ça marche vraiment bien au stade filament. Dès que la culture est levée, pensez à, par contre, monter bien en densité de semis parce que ça retire des pieds quand même, la herse. Et par rapport à la houe, au niveau intérêt, différence, Alors, c'est quoi? je dirais qu'elles sont complémentaires, mais après, la houe, c'est ce qu'on appelle de son surnom vulgaire de l'écrouteuse. Donc, en fait, c'est des cuillères qui vont, alors qui tapent, pareil, c'est le même principe, stade filament. Dès que les raies gras sont plus élevés, plus grands, même les dicotes plus grandes, c'est plus efficace. Ça a tendance à, enfin moi je préfère la houe quand on a des terres qui blanchissent avec des croûtes de battance, parce que dès que vous avez une petite croûte en surface, la herse en fait elle va peigner, elle va pas réussir à vibrer. Donc dès que vous avez un sol qui a tendance à blanchir en surface, c'est bien de passer la houe. Par contre, c'est beaucoup plus sensible à ces petites cuillères à la présence de pierre, d'où souvent on dit la herséterie est beaucoup plus adaptée à des terres avec de la pierre. La houe est plus adaptée à des sols qui blanchissent un peu en surface et qui nécessitent en plus, quelque part, ça relance un peu la minéralisation aussi. Vous avez un deuxième effet. Ça a par contre les mêmes contraintes en termes de passage. Et la rotoétrie, qui est un outil pareil qui travaille en plein, c'est des étoiles avec des dents. Ça, aujourd'hui, vu ce qu'on voit en termes d'essais, c'est plutôt un comportement intermédiaire entre une herse et puis une houe. Voilà, c'est les 3 outils. Alors, en fonction de ces types de sols, des fois on passe la houe en premier et puis après on repasse la herse.
Moi, je sais qu'on a les deux sur la ferme et en fait, tout dépend de l'année, tout dépend des parcelles et du type de sol. Mais en gros, dès qu'il y a un peu d'hiver un peu pluvieux, je préfère la houe pour un peu casser la structure, déjà et pour que ça soit plus efficace. J'avoue être une pro-bineuse quand même, hein, parce que, ça permet de passer à des stades plus importants. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a encore une dernière question avant qu'on clôture? Moi, j'aurais peut-être une question sur tout ce qui est lié aux couverts. Tout à l'heure, vous avez dit que les couverts, ça n'avait pas forcément d'intérêt sur tout ce qui était adventice. Et après, vous avez dit qu'il n'y avait pas forcément d'effet sur la culture suivante. Oui. Alors en fait, les couverts d'interculture, ce qu'on a pu voir, c'est que plus le couvert est gros et moins vous avez d'adventices. C'est une question de concurrence. Donc, ce qu'on s'était dit, vu que dans nos essais, on voit moins d'adventices dans le couvert, on peut espérer qu'il y ait moins de pression, moins d'adventices qui lèvent dans la culture suivante. Et dans tous les essais qu'on a menés, malheureusement, moi j'aurais bien aimé, qu'on soit en sol nu, qu'on soit en couvert peu dense, qu'on soit en couvert sale, qu'on soit en couvert dense, en fait, on ne voit rien dans la culture suivante. Donc, pour moi, ça a peu d'impact aujourd'hui, en tout cas dans ce qu'on a pu voir. Malheureusement, j'aurais bien aimé. Après, je dis ce que j'ai dit là dans l'intervention, c'est que un couvert sale, moi, il ne m'inquiète pas tant que vous n'allez pas à graines. Aujourd'hui, on n'a que quelques adventices, des pâturins, les sénessons, sont ce qu'on appelle des plantes à cycle court, qui sont en capacité, deux types d'adventices qui sont en capacité de grainer assez rapidement, mais sinon, c'est pas grave d'avoir des couverts sales. C'est pour ça aussi que, j'en ai pas parlé, mais un des leviers qui nous intéresse en ce moment et qu'on regarde de près, c'est la méthanisation. Aujourd'hui, la méthanisation peut être une solution aussi à nos problèmes d'adventice parce que ça nous permet aussi de trouver un débouché à des parcelles qu'on aurait bien envie des fois de broyer, quoi. Donc, les couverts pour l'instant, en tout cas, malheureusement, sur des couverts d'interculture simples, classiques, on ne voit pas d'effet sur les cultures suivantes. Et on voit pas d'effet non plus après sur tout ce qui est lié aux engrais. Ah si, ça, là, je ne vous parle que d'adventices, là. Après, il y a effectivement, si vous avez des couverts notamment de légumineuses, c'est une plus-value pour apporter de l'azote. Là, j'ai vraiment un point de vue uniquement adventiste, c'est-à-dire que sur adventiste, aujourd'hui, globalement, au niveau de l'Institut, on dit que c'est un effet neutre. Après, ça a bien d'autres intérêts pour protéger la structure, non, vraiment, je me suis arrêtée à l'effet sur les adventistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, si on a répondu à toutes les questions, il me reste à vous remercier tous.